Un résumé de ce livre, les 50 règles de la communication non violente, dont nous allons voir la table des matières. Il y aura 5 premières étapes, en commençant par la découverte de la CNV en 7 points, et puis le fameux OSBD pour l'observation, les sentiments, les besoins et la demande. Puis la deuxième partie sera orientée sur la transformation avec la CNV, comment la pratiquer au quotidien, au travail et dans d'autres perspectives. C'est une édition de 2019 de 93 pages qui a été écrite par Anne-Laure Boselli, qui est un coach qui intervient principalement dans les entreprises. Et dans la première partie, on va surtout s'attacher à découvrir la CNV. C'est une approche de communication qui prône le respect de soi et d'autrui. Et c'est inspiré du travail de Marshall Rosenberg, qui était psychologue américain. Et on va aussi être encouragé à se relier à ses émotions et à prendre conscience des peurs, des jugements et des interprétations qui nuisent aux relations. En bref, la CNV, c'est un processus de communication, une méthodologie de connaissance et de transformation de soi, un art de vivre centré sur l'authenticité et la qualité des relations, et aussi une philosophie qui envisage des rapports humains dans le respect des valeurs et des aspirations de chacun. En point numéro 2, on va voir l'importance du langage et des mots dans la CNV pour favoriser une communication authentique et constructive. Si on veut insister sur l'importance des mots, on a ce genre de conséquences actuelles avec ce « du coup » qui remplace tout un tas de mots français qui pourtant apportent pas mal de nuances. Et dans ce deuxième point, on fait référence au livre de Marshall Rosenberg « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs », d'où ce petit exercice qu'on nous propose pour essayer de détecter qu'est-ce qui permettrait d'avancer un peu plus ou qu'est-ce qui va plutôt constituer un mur et risque de nous bloquer. Je vous laisse deviner ceux qui sont des fenêtres et ceux qui sont des murs. Troisième point, on nous propose de nous familiariser avec ce processus. On va juste avoir une introduction au processus OSBD qui va consister à développer son observation pour observer nos sentiments, ou dit autrement les émotions que l'on ressent, pour arriver enfin au besoin qui fait défaut, puis pouvoir être capable d'en faire une demande. En fait, ce sont les 4 étapes de la CNV pour exprimer sa vérité tout en préservant la relation. On voit ici ce petit point important à retenir. L'un des points essentiels de la pratique de la CNV est de donner l'envie à chacun de partager et de contribuer au bien-être de tous. Puis, on va nous proposer de rencontrer la girafe. La girafe, c'est le symbole de la CNV qui va représenter l'empathie, la bienveillance et la capacité de communiquer avec cœur. C'est effectivement parmi les animaux qui a le plus gros cœur. Et son long cou invite à prendre de la distance pour observer ce qui nous arrive. L'idée est de ne plus réagir aux événements à partir de nos seules émotions et interprétations. Puis après, on va être invité à repérer le langage du chacal. Le langage du chacal, par opposition à la girafe, est un langage accusateur, jugeant et blessant. Il peut nuire à la qualité de la relation. Avec ces petites phrases, c'est de ta faute si je suis dans cet état, voire encore, tu m'énerves. Puis on va nous proposer d'oser les oreilles de girafe à travers l'écoute empathique qui est essentielle en CNV. Il s'agit de s'ouvrir à la vérité de l'autre sans juger ni vouloir avoir raison. En mode chacal, on se ferme, on juge l'autre et on finit par couper le lien. Mais si on met nos oreilles de girafe, à ce moment-là, on pourra s'ouvrir à la singularité de l'autre, à ses émotions et à ses besoins. On pourra l'accueillir, le cœur ouvert, et on pourra maintenir le lien. Écouter avec des oreilles de girafe signifie arrêter de vouloir avoir raison sur l'autre. Et aussi arrêter d'être en lutte parce que l'on n'envisage pas le même point de vue. Et enfin, 7e point, on va voir comment pouvoir se mettre à la CNV, quand et pourquoi l'utiliser. Et on va voir que la CNV est pertinente dans de nombreuses situations pour améliorer la communication et ses relations. Ce processus permet d'écouter avec empathie, de tourner notre attention vers l'autre. Il permet également d'exprimer notre réalité, d'être vrai et de nous recentrer. Donc pratiquer la CNV pour nous est une merveilleuse opportunité de mieux nous connaître et de prendre soin de nous-mêmes, surtout quand on a besoin de se reconnecter à nous-mêmes, ou encore quand on ressent une tension comme une angoisse ou un énervement, et aussi si on est tenté de réagir sur le coup d'une forte émotion. Donc il est bien conseillé ici de pratiquer d'abord sur nous-mêmes avant de déployer le processus avec les autres.
On va bien voir qu'il faut de l'entraînement pour stopper les déductions hâtives, observer les faits réels, accueillir nos émotions et identifier les besoins liés. Chaque chose en son temps. Maintenant, on rentre dans le concret avec la première étape qui consiste en observation. La règle numéro 8 va consister à observer les faits. Cette étape consiste à décrire la situation de manière objective et factuelle, sans jugement ni interprétation. Et là, ça demande de l'entraînement. Et pour savoir ce qui s'est passé vraiment, on peut imaginer observer les faits tels qu'ils sont arrivés, tels qu'une caméra aurait pu les filmer, sans les commenter et sans parti pris, à partir d'un point de vue objectif. Le conseil pour décrire les faits est de commencer nos phrases par « je » et utiliser un verbe de perception. J'ai entendu un tel dire telle chose, ou encore j'ai vu un tel partir dans telle direction. Règle numéro 9, arrêtons de juger. Il est important de différencier l'observation des jugements, qui eux sont subjectifs et peuvent nuire à la communication. Car effectivement, on est ici face à un piège, observer n'est pas juger. La plupart du temps, les jugements sont le fruit de notre éducation, de nos croyances personnelles. Notre interlocuteur entend une critique, se referme et se prépare à se défendre, et souvent la communication est rompue. Règle numéro 10, n'interprétons pas. Il va être essentiel de distinguer l'observation des interprétations, qui ne sont que des suppositions sur les intentions des autres. En effet, parfois nous croyons rapporter les faits objectifs alors que nous les commentons, leur donnant un sens et que nous sautons aux conclusions. Par exemple, l'interprétation « un tel n'a pas envie de me parler », alors que l'observation neutre aurait dû être « un tel ne m'a pas répondu à la question que je lui ai posée ». Enfin, règle 11, accepter ce qui est. Ici, on nous propose d'accepter la réalité telle qu'elle est, même si elle est désagréable, ce qui pourra nous permettre de mieux gérer les émotions et de réagir de manière constructive. Peut-être que ce n'est pas agréable, mais c'est ainsi. En effet, nier le réel est une solution que nous adoptons inconsciemment, parfois pour amortir le choc, adoucir une réalité contrariante. On peut refuser le réel lorsque l'on mesure l'écart entre ce qui est et ce que nous voudrions qu'il soit. Nous préférerions vivre autre chose. Aussi, nous pouvons entrer dans le déni, le refus, la révolte. Et on peut réagir négativement par le jugement et les reproches. On passe à l'étape 2, on va s'attacher aux sentiments. On arrive à la règle 12 pour pouvoir clarifier nos sentiments, pour prendre conscience de ces émotions, de les identifier avec précision pour mieux les exprimer et les gérer. C'est à ce moment, après l'observation objective de la situation, où on va pouvoir se tourner vers nous-mêmes et regarder comment on va et voir ce qui se passe en nous. On va s'attacher à savoir ce qu'est une émotion. Il existe une abondante littérature pour savoir ce qu'est une émotion, avec des listes aussi toutes faites qui peuvent aider à pouvoir décrire ce que l'on ressent. En substance, on peut dire que c'est un trouble intérieur, un mouvement qui nous traverse et qui peut être provoqué soit par une action, une parole, une situation que l'on rencontre dans un environnement extérieur. Ça peut aussi être par une image, une pensée née dans notre univers mental. Règle 13, exprimons nos émotions. On va pouvoir apprendre à communiquer nos émotions de manière authentique et responsable sans blâmer l'autre. L'idée est de pouvoir aller vers quelqu'un en lui disant « Je suis venu te dire que je me sens comme ci ou comme ça ». On pourra dire ce que l'on vit, exprimer ce qui est vivant en nous. En effet, les émotions sont l'expression de la vie qui nous traverse. Règle 14, élargissons notre vocabulaire émotionnel. On va pouvoir développer un vocabulaire riche pour exprimer la subtilité de nos émotions et se faire mieux comprendre. Alors comment procéder ? Lorsque l'on ressent une émotion, on peut se demander à quel registre elle appartient. Et lorsque l'on a trouvé, on peut affiner, préciser sa qualité, son goût, sa nuance particulière ou sa confusion. Par exemple, est-ce que l'on se sent vraiment en colère ? Ou plus précisément, est-ce de l'irritation, de la rage, de la frustration ? Êtes-vous maussade, mécontent, jaloux, fébrile, dégoûté, outré ? Règle 15, on va pouvoir écouter notre corps. En effet, c'est un indicateur précieux des émotions et des besoins. Et apprendre à décoder les signaux du corps pour mieux se comprendre est vraiment essentiel. Et pourtant, on commence à être à une époque où on est de plus en plus coupé de notre corps. On nous pousse à avoir besoin de quelqu'un pour interpréter nos ressentis, avoir besoin de diagnostics pour savoir ce qui s'y passe. Et se le réapproprier est, je pense, une belle mission. Car en effet, notre corps est notre allié. Notre corps nous parle, il sait où on en est. Il sait ce dont on a besoin. Étape numéro 3, les besoins. La règle numéro 16 va nous inviter à comprendre nos besoins. L'idée est d'identifier ces besoins
qui eux sont universels et à l'origine de nos émotions. On va pouvoir distinguer les besoins des désirs et des stratégies. En effet, selon Marshall Rosenberg, tout jugement, tout conflit, toute réaction est l'expression tragique d'un besoin non satisfait. Et lorsque les besoins ne sont pas satisfaits ou pas suffisamment reconnus, on va pouvoir ressentir des émotions désagréables. Règle 17, de quoi avons-nous vraiment besoin? On va explorer différents types de besoins liés à la survie, l'intégrité et à l'autonomie. Mais alors, qu'est-ce qu'un besoin? Un besoin n'a pas d'objet particulier. Je n'ai pas besoin d'un carré de chocolat ce soir, mais il va répondre à mon besoin de convivialité, de détente, de joie, etc. Alors voici les caractéristiques des besoins en CNV. Ils sont universels, partagés par toute l'humanité, les enfants comme les vieillards, les femmes comme les hommes et les habitants de beaucoup de pays. Ils sont l'expression de notre élan vital. Comme une force qui nous pousse à agir, ils correspondent à nos aspirations les plus profondes. Règle 18, on va pouvoir nourrir nos propres besoins. Prendre la responsabilité de satisfaire nos propres besoins pour gagner en autonomie et améliorer nos relations. Et dans la série On n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est à nous à répondre à nos besoins. En effet, satisfaire nos besoins est un pas majeur vers notre autonomie. On ne pensera plus que c'est à l'autre de nous combler, nous ne dépendrons plus de son bon vouloir, et on saura que c'est à nous de nous en charger. Et cette prise de conscience a le double avantage, déjà de nous redonner le pouvoir sur notre existence. C'est nous qui savons ce qui est bon pour nous, ma petite phrase favorite. C'est nous qui savons ce que nous voulons vivre. Là, ça me fait fortement penser, et c'est pas le seul moment, à la méthode Change ma vie. Et l'autre avantage sera aussi d'améliorer nos relations avec les autres. Elles seront moins encombrées par l'exigence plus ou moins explicite que l'autre nourrit ou même devance nos besoins. Maintenant, on va pouvoir se tourner un peu plus vers les autres. Avec cette règle 19, apprenez à écouter les besoins des autres. On va pouvoir reconnaître que l'autre a des besoins aussi importants que les nôtres et s'ouvrir à sa vérité. Mais alors comment accepter que l'autre ait des besoins et les exprime? Eh bien, on va pouvoir écouter vraiment, sans intention, sans interprétation. On pourra rester disponible pour l'autre, lui offrir notre présence véritable, sans préparer dans notre tête des objections pendant qu'il parle. On pourra se demander quelle est son aspiration derrière ce qu'il me dit, ou encore quel besoin cherche-t-il à nourrir. Et on passe à la quatrième étape qui consiste à faire une demande. En règle 20, on va identifier ce que l'on veut vraiment pour pouvoir formuler une demande claire, précise et positive qui pourra contribuer à satisfaire notre besoin. Voilà maintenant la règle 21 pour pouvoir formuler notre demande. Et une demande efficace sera adressée à une personne spécifique, portera sur une action concrète, réaliste, négociable et formulée au présent. En n'oubliant pas que cette demande peut aussi être adressée à nous-mêmes. En règle 22, on va pouvoir accepter la réponse de l'autre, car une demande n'est pas une exigence. Et accepter que l'autre puisse refuser sa demande est essentiel et pourra aider à préserver la relation. Par nature, la demande devrait toujours être empreinte de délicatesse. Et enfin, règle 23, on va pouvoir ouvrir l'éventail des possibles. Par exemple, face à un refus, on pourra explorer d'autres solutions pour satisfaire nos besoins. Et on pourra faire preuve de créativité. Après, on passe au chapitre Utiliser la CNV pour se transformer, avec une règle importante qui est de parler en son nom. On ne cherchera plus de coupable. On évitera le on qui est très anonyme ou encore le tu accusateur, le fameux tu qui tue. Puis on verra aussi comment se libérer de nos conditionnements pour identifier et questionner nos croyances limitantes afin de gagner en liberté et en authenticité. On verra aussi comment cultiver la bienveillance, rester dans la gratitude. Puis après, il nous sera proposé de pratiquer la CNV au quotidien dans différentes situations, par exemple avec nos enfants ou nos adolescents, avec notre conjoint. Puis on aura un chapitre la CNV au travail pour pouvoir manager avec la CNV, gérer les conflits, augmenter son leadership, renoncer à la médisance au travail, ça va pas être facile, ou encore faire face aux clients mécontents. Puis le livre termine avec la CNV en perspective, en nous invitant à célébrer la vie, à nous reconnecter à notre élan naturel d'empathie. Et la dernière règle qui nous invite à faire de notre mieux, qui nous fait penser aux accords Toltec. Alors on est invité à s'engager dans la pratique de la CNV avec bienveillance et persévérance, tout en acceptant ses imperfections et en célébrant nos progrès. En effet, on devra accepter que certains jours, l'énergie, l'envie, la discipline pourra nous manquer, ou encore parfois la charge émotionnelle, la fatigue ou le stress seront les plus forts.
Voilà, en conclusion, on peut dire que ce document présente un aperçu des concepts clés de la CNV, en soulignant l'importance de l'écoute empathique, de l'expression authentique et de la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes. Cela reste un outil puissant pour améliorer la qualité de la communication et des relations dans tous les aspects de la vie. Et on pourra apprécier ce petit format et sa forme qui constitue un résumé d'un sujet qui est certes un peu plus complexe que ça et qui demande pas mal de pratique. Voilà, vous pouvez rejoindre cette chaîne pour la supporter ou accéder à une version longue de ce résumé. Voilà pour le résumé de ce livre.